Alors, imaginez une machine. On y met un objet et il en ressort un autre. Parfois il est étiré, parfois il est retourné, et parfois il disparaît complètement. En mathématiques, cette machine un peu mystérieuse, on appelle ça une transformation linéaire. Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur? Allez, aujourd'hui, on ouvre le capot pour comprendre son fonctionnement. Une matrice, c'est capable de faire des choses assez folles. Elle peut aplatir un cube pour en faire une simple feuille de papier ou faire pivoter tout un objet dans l'espace. Mais derrière ces effets qui peuvent paraître spectaculaires, est-ce qu'il y a des règles cachées, un secret qui expliquerait tout ça? C'est justement ce qu'on va aller voir ensemble. Alors, comment elle fonctionne notre machine? En langage mathématique, on l'appelle une application linéaire. On peut l'imaginer en gros comme une sorte de portail. Elle prend des objets, qu'on appelle des vecteurs d'un univers de départ, et les téléporte dans un univers d'arrivée. Et voilà le plan de la bête. C'est une matrice, un simple tableau de nombres qui, en fait, contient toutes les instructions de la transformation. Chaque objet à 3 dimensions qui passe à travers elle va être modifié selon ces instructions précises. C'est notre suspect numéro 1 et l'enquête commence maintenant. Premier constat un peu étrange dans notre enquête, certains objets entrent dans la machine et pouf, ils disparaissent. Bon, ils ne sont pas vraiment détruits, ils sont en fait tous envoyés au même endroit, le point zéro, l'origine de l'univers. C'est notre premier gros indice, il y a une sorte de point de fuite dans cette transformation. La vraie question, c'est donc, qui sont ces objets qui finissent tous au point zéro? Est-ce qu'ils ont un lien entre eux? La réponse est oui, et ils forment un ensemble qui porte un nom bien précis. Eh bien, cet ensemble, ça s'appelle le noyau. C'est le club très sélect de tous les vecteurs qui sont transformés en zéro. Et ce n'est pas juste une collection de vecteurs au hasard, non. C'est un vrai espace en soi. Ça peut être une ligne, un plan, ou même plus. Un endroit dont tous les membres partagent le même destin, finir écrasés à l'origine. Le noyau, c'est un peu comme un entonnoir. Il nous montre combien de dimensions sont perdues dans le processus. Imaginez qu'on transforme une statue en 3D en une simple photo en 2D. On perd une dimension d'information. Pour le dire simplement, plus le noyau est grand, plus la transformation écrase d'informations. Bon d'accord, mais comment on fait concrètement pour trouver les membres de ce fameux club du noyau? Heureusement, il y a une méthode assez directe. On traduit notre matrice en un système d'équations et on cherche toutes les solutions qui donnent 0. Chaque solution qu'on trouve est un membre du noyau. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble. À gauche, notre matrice suspecte. À droite, le système d'équations qui en découle. Trouver les solutions de ces équations, c'est un peu comme trouver le code secret qui ouvre la porte vers ce fameux point zéro. Ok, passons maintenant au deuxième volet de l'enquête. Maintenant qu'on sait ce qui est perdu, on peut se demander, mais où va tout le reste, hein? Quel est l'univers de toutes les destinations possibles? Cet univers des destinations, il porte un nom qui lui va très bien, l'image. C'est littéralement l'image de notre univers de départ une fois qu'il est passé à travers la transformation. Si on envoyait absolument tout le point de départ possible dans la machine, eh bien à l'arrivée, ils dessineraient tous ensemble la forme de cette image. Et attention, cette image, ce n'est pas juste une forme aléatoire, non, c'est un espace bien défini, ça peut être une ligne, un plan, sa taille, ou plutôt son nombre de dimensions, on appelle ça le rang. Et le truc un peu fou, c'est que les colonnes de notre matrice de départ contiennent les briques de base qui permettent de construire cet espace image. Bon, ça y est, on a nos 2 pièces maîtresses. Le noyau qui représente ce qui est perdu et l'image qui représente ce qui est atteint. Et maintenant, c'est le clou du spectacle, on va découvrir le lien fondamental, quasi magique qui les unit. Allez, on les met face à face. Le noyau, il vit dans le monde du départ. L'image, elle, vit dans le monde de l'arrivée. Le noyau, il décrit ce qui est écrasé, tandis que l'image décrit ce qui est atteint. À première vue, ça a l'air d'être 2 concepts totalement opposés. Mais le sont-ils vraiment? La question est vraiment cruciale. Est-ce qu'une transformation qui perd beaucoup d'informations, donc qui a un grand noyau, peut quand même produire un grand espace à l'arrivée, une grande image? Ou est-ce qu'il y a une sorte d'équilibre? Et la réponse est d'une élégance mathématique absolue. C'est le théorème du rang, une des lois les plus fondamentales de l'algèbre. Il dit simplement ceci: la dimension de ce qui est perdu, le noyau, plus la dimension de ce qui est atteint, l'image, c'est toujours égal à la dimension de l'espace de départ. C'est une loi de conservation parfaite, rien ne se perd vraiment. Allez, pour que ce soit plus clair, prenons un exemple concret. Imaginons une transformation qui part d'un espace de dimension 5. Après calcul, on trouve que la dimension de son noyau est 2. Concrètement, ça veut dire que l'équivalent d'un plan entier, est complètement aplati sur l'origine. Maintenant, on s'intéresse à l'image de cette même transformation. On fait les calculs et là on trouve que son rang est de 3. Ça signifie que toutes les sorties possibles de la machine vivent dans un sous-espace qui n'a que 3 dimensions. Et là, la magie opère. 2 dimensions perdues plus 3 dimensions atteintes. Ça nous fait bien 5, la dimension totale de notre espace de départ. Le compte est bon, le théorème du rang est vérifié. C'est cet équilibre parfait qui gouverne absolument chaque transformation linéaire, sans la moindre exception.
Bon, voilà, affaire classée. On a compris l'anatomie de notre machine. Mais au fond, à quoi ça sert de savoir tout ça? Eh bien, en réalité, ce principe est au cœur de notre monde, aussi bien numérique que physique. Par exemple, quand on joue à un jeu vidéo, pour afficher un monde 3D sur notre écran 2D, la machine calcule en permanence un noyau, c'est-à-dire ce qui est caché de notre vue, et une image, ce qu'on voit à l'écran. Quand une IA compresse une photo, elle garde l'image, c'est-à-dire les informations essentielles, et elle jette le noyau, le bruit. Même un ingénieur, pour vérifier qu'un pont est stable, résout des systèmes où le noyau représente les forces qui s'annulent. Comprendre cette balance, c'est vraiment comprendre comment les systèmes fonctionnent. Alors, on va terminer là-dessus avec une question. Pour vraiment comprendre un système, est-il plus important de regarder ce qu'il produit ou ce qu'il perd en chemin? Ce que le théorème du rang nous dit, au fond, c'est que ce sont les deux faces d'une même pièce. Pour comprendre l'une, il faut absolument comprendre l'autre. Et c'est ça la grande révélation de notre enquête.